Bonjour, ravi d'être là parmi vous, excusez le retard. On va essayer de vous montrer aussi quelques images pour illustrer un tout petit peu de quoi je parle, mais les images, les photos ne sont pas du tout exhaustives. C'est-à-dire que j'ai choisi un certain nombre de personnages féminins qui sont les premières à avoir fait ceci et cela. Donc je vais à travers ça, j'essaye un petit peu davantage illustrer mon propos. Alors, il faut dire que j'ai fait beaucoup de recherches sur Google Images et d'autres sites pour trouver les images des femmes pendant la révolution constitutionnelle iranienne et même un petit peu plus donc au début du XXe siècle. Alors, il y a pas mal d'images des hommes révolutionnaires, il n'y a pratiquement pas d'images des femmes. Bon, ça ne m'a pas étonné, c'est quelque chose qu'on sait, mais enfin ça se confirme. Donc, la première image que je vais vous montrer, comme vous allez pouvoir voir, c'est l'image d'une femme qui date, donc, c'est une féministe iranienne qui avait créé l'un des premiers journaux féminins dans les années 1900. Alors, pourquoi vouloir vous parler des mouvements des femmes en Iran et des féminismes, puisque il n'y a pas un féminisme en Iran, il y a des féminismes, c'est que le rôle pionnier joué par plusieurs générations de femmes pendant le mouvement vert de 2009 en Iran, et aussi le rôle important actuellement joué par des femmes dans les révolutions en cours au Moyen-Orient et au Maghreb ont finalement changé et d'une façon très subite, je dirais, leur image dans l'opinion publique et les médias occidentaux. C'est-à-dire que il s'agissait d'une construction assez statique et essentialiste de ces femmes, dont certaines sont voilées, à la fois en Tunisie, en Égypte, mais aussi en Iran. Et donc, on refusait d'accorder la puissance d'agir, ce qu'on appelle agentivité, à ces femmes. Cette image fausse de ces femmes musulmanes est héritée de l'époque coloniale et fait partie d'une optique selon laquelle l'Orient est représenté à travers des images et des stéréotypes qui sont inexacts. C'est-à-dire que les femmes musulmanes sont souvent représentées comme des êtres qui seraient incapables de résister à leur oppression, qui d'ailleurs trouverait leur origine dans l'islam, selon les mêmes images, et donc elles ne seraient donc pas capables non plus d'agir sur le processus de la transformation sociale de leur pays. Donc, quand on voit les images des femmes qui sont en train de faire la révolution, bien évidemment, on ne comprend plus ce qui se passe. Mais quand on regarde l'histoire de ces pays, Sonia, vous en avez parlé ce matin, moi, pour ma part, je travaille depuis quelques années, en particulier sur 3 pays moyen-orientaux, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et l'Égypte. J'ai un projet comparatiste. Et donc, quand on regarde effectivement ces pays-là, ce qu'on constate, c'est que plus ou moins au même moment, dans ces 3 pays, il y a un mouvement de femmes qui émerge, un mouvement qui est très enraciné dans le mouvement national et anticolonial, justement, et qui est, disons, dirigé et a pour composante principale des femmes des classes moyennes urbaines et des femmes d'élite. C'est-à-dire les époux, les frères, l'entourage masculin de ces femmes étaient aussi très impliqués dans le mouvement national. Vous regardez Reda Sharawi en Égypte, qui est l'une des, bien sûr, responsables, des porte-étendards du féminisme égyptien dans ces années-là, fin 19e, début 20e, c'est l'époux d'un dirigeant de Waqt. Vous regardez aussi les féministes ou les militants des droits des femmes en Iran au fin 19e, début 20e siècle, ce sont aussi les épouses, les sœurs des constitutionnalistes. Vous regardez la Turquie, c'est aussi les femmes d'élite ottomanes qui sont effectivement impliquées dans les mouvements des droits des femmes.
ces mouvements, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'Iran, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces mouvements sont pluriels dès le départ. Non pas tant en termes de leur composition sociale, je viens de dire, il s'agit surtout des femmes d'élite et des classes moyennes instruites, et au jour d'aujourd'hui, ça reste encore le cas, mais en même temps pluriel en termes idéologiques et politiques. Et donc, pour ce qui concerne l'Iran, d'une façon très rapide, je vais vous parler de plusieurs périodes historiques. Je pense que par périodisation, on comprend mieux à la fois la naissance et aussi la continuité de ces mouvements. D'abord, la période de la Révolution constitutionnelle, donc 1906-1911. Deuxièmement, l'avènement du Reza Shah, qui est le fondateur de la dynastie des Pahlavides en 1925. Mais déjà en 1921, il fait un coup d'État et il arrive au pouvoir d'abord en tant que ministre de la guerre, ensuite en tant que Premier ministre, et finalement en 1925, il se nomme roi. Jusqu'en 1941, où il sera obligé par les forces alliées, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de quitter l'Iran et donc d'abdiquer au profit de son fils. Pourquoi abdiquer? Parce qu'on le soupçonnait d'avoir des sentiments pro-nazis et l'Iran qui partageait 1600 km de frontières communes avec la Russie soviétique. Pendant la guerre, c'était important que l'Iran ne soit pas gouverné par un roi qui était soupçonné d'être proche de Hitler. Troisième période, sous Mohammad Reza Shah, donc 1941-1979, quand il sera renversé au profit du régime de la République islamique. Et puis, s'agissant de l'origine islamique, il y a 32-33 ans environ, je constate, je distingue 5 périodes que je vais vous expliquer, puisque les droits des femmes et aussi les mouvements des femmes ont évolué, ont changé pendant cette période, bien évidemment, puisque les mouvements des femmes sont toujours en rapport avec les changements socio-économiques et politiques, et ces mouvements aussi influent effectivement sur ces mêmes changements. La première période, c'est 80-88, c'est-à-dire un petit peu après la victoire de la Révolution, jusqu'en 88. Ces 8 années, c'est aussi la guerre Iran-Irak, bien sûr. Puis une période qu'on appelle la construction, 89-97. À partir de 96-17 jusqu'en 2005, c'est un président réformiste qui est au pouvoir grâce au vote des femmes. Et 2005 jusqu'en 2009, le mouvement vert, donc Ahmadinejad, et la répression de son mouvement jusqu'à aujourd'hui. Donc pendant la révolution constitutionnelle, dès 1905, c'est-à-dire un an avant, un certain nombre de femmes se réunissent et créent ce qu'on appelle des associations secrètes de femmes pour discuter à la fois de la révolution, mais en même temps de leurs droits politiques. L'Iran, par rapport à l'Égypte, a cette particularité que le mouvement des femmes en Iran a beaucoup plus tôt que l'Égypte, par exemple, parlé ou revendiqué les droits politiques, déjà en 1906. Ces femmes participent activement à la révolution. Certaines souhaitaient aussi prendre des armes, mais leurs frères leur demandent de ne pas le faire, mais de soutenir la révolution. Néanmoins, on a des témoignages documentés, donc des femmes qui participent activement donc à son mouvement, notamment à Téhéran et à Tabriz, qui est la ville par excellence de la révolution constitutionnelle pour des raisons historiques. Et donc, elle commence à établir, créer des journaux féminins. Le premier date de 1908, qui s'appelle Danesh, ça veut dire savoir. C'est très parlant l'intitulé de ces journaux. Alors je dois dire que ces femmes révolutionnaires, comme leurs époux ou frères ou pères révolutionnaires, étaient dans la plupart du temps très imprégnés de l'époque des Lumières
donc des valeurs, si vous voulez, ou des mots d'ordre plutôt de progrès et donc de la science, etc. D'où l'intitulé de ce magazine qui s'appelle Savoir. Ensuite, un peu plus tard, un autre qui s'appelle Bourgeon, cette fois-ci, c'est beaucoup plus poétique et iranienne, si vous voulez. Puis, pour revendiquer leurs droits politiques, bien sûr, en 1906, les femmes n'obtiennent pas leurs droits politiques. Le premier parlement iranien, après la révision constitutionnelle, se réunit en 1906, mais les femmes n'auront pas le droit ni de vote ni d'éligibilité, encore moins d'éligibilité d'ailleurs, sous prétexte que les femmes étaient manipulables, faibles, et donc on ne peut pas, bien évidemment, leur demander ce droit important. En 1909, pour protester contre son refus, les femmes des femmes plutôt, organisent un sit-in au Parlement. En même temps, elles sont conscientes qu'elles ne vont pas l'obtenir, puisqu'il y a une résistance importante, notamment de la part des religieux, mais pas que des religieux. Dans l'histoire contemporaine de l'Iran, enfin, jusqu'aux années 60, il y a en gros deux personnalités politiques hommes qui ont défendu avec un certain acharnement les droits politiques des femmes, enfin, avant l'obtention de ces droits en 1963. C'est un député au premier Parlement et Mossadegh qui deviendra Premier ministre, mais je vais vous expliquer pourquoi même sous Mossadegh les femmes n'auront pas ce droit. Donc les femmes révolutionnaires à cette époque-là, constitutionnalistes, sont persuadées qu'il fallait changer la culture de perception erronée de la société des femmes. Et donc multiplient leurs journaux, les publications, pas seulement à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, comme Isfahan, comme Mashhad et d'autres. Et aussi, elles ouvrent des écoles pour filles. Puisque l'une des revendications importantes de la révolution constitutionnelle, c'était l'éducation des filles et des garçons gratuite, c'est-à-dire l'école publique, mais par manque de moyens financiers, les écoles pour filles n'ont pas été finalement créées. Et donc c'est une initiative que vont prendre je ne veux pas dire féministes, je vais vous expliquer pourquoi, des militantes des droits des femmes, puisque un certain nombre d'entre elles, au jour d'aujourd'hui, se nomment volontiers féministes, d'autres pas, d'autres se nomment les militantes des droits des femmes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas de l'Iran, mais aussi dans l'ensemble de ces sociétés qui nous intéressent, puisque se dire féministe, ça veut dire accepter d'être labellisé comme occidental ou pro-occidental, et ce n'est pas nécessairement toujours non plus productif. En tout cas, plusieurs journaux, dont Zabane Zanan, en 1919, par Madame Sadegh Dolatabadi. C'est une dame qui, elle, était séculière. Elle a fait ses études aussi en France et elle était très active aussi. Elle participait dans des conférences internationales des femmes dans ces années-là. Et donc, à droite, donc ça c'est la couverture d'un des premiers numéros de Zabane Zanan, c'est-à-dire alors la langue des femmes ou la parole des femmes. Voilà. Plusieurs de ces militantes, néanmoins, seront exécutées, pas exécutées, emprisonnées, emprisonnées. C'est le cas de Shahnaz Azad, qui était une féministe séculière et qui était très contre le port du voile, par exemple, et pensait que c'est le port du voile qui est responsable de, entre guillemets, l'arriération des femmes en Iran. Puis, donc, elle sera emprisonnée et Madame Sadegh Dolatabadi, les locaux de son journal seront attaqués par les obscurantistes. Elle était d'origine isfahanaise, elle travaillait à Isfahan, elle sera obligée de quitter sa ville et de venir s'installer à Téhéran. Donc, ce que demandaient ces militantes, c'était tout d'abord le droit à l'instruction des femmes, les droits politiques. Elles ont toujours continué quand même à revendiquer ces droits, mais en même temps, ce qu'elles demandaient, c'était la famille nucléaire
hein, calqué sur un modèle, donc à l'époque considéré comme étant très occidental. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisque en Iran, plus de 92% des familles sont nucléaires, mais à cette époque-là, le modèle de progrès, c'était la famille nucléaire, un homme, une femme et des enfants. Donc, c'est effectivement le contenu de leurs journaux. Et puis, bien sûr, tout ce qui est le discours d'hygiène. Alors, si vous regardez les journaux que publiaient les femmes égyptiennes à la même époque, un peu plus tôt ou un peu plus tard, c'est exactement les mêmes thèmes qu'on retrouve. L'hygiène, la gestion du foyer, les femmes devaient apprendre à gérer convenablement le foyer, à veiller à l'éducation de leurs enfants. Et donc, on disait que des femmes instruites seraient de meilleures mères, mais aussi de meilleures épouses. Mais à aucun... alors ça, c'est aussi le discours moderniste, bien évidemment. C'est aussi le discours nationaliste, bien évidemment. Mais de là à dire que les nationalistes voulaient absolument que les femmes participent à la vie politique, il y a... moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Donc, sur l'ensemble de ces questions, il y avait une unanimité entre les militantes des droits des femmes en Iran, mais sur la question du voile, il n'y avait aucune unanimité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces journaux, eh bien, il y avait des articles qui étaient publiés contre le voile, d'autres pour le voile, défendant les traditions islamiques de l'Iran, en disant que ce n'est pas le voile qui empêche les femmes de participer à la sphère publique. Pendant toutes ces années 1910 et 1920, il y a ces discussions plus ou moins libres à ces propos, tandis que quand Reza Shah, le fondateur de la dynastie des Pahlavis, arrive au pouvoir, lui était un moderniste autoritaire, et à l'image de Mustafa Kemal Atatürk qui arrive pendant la même période au pouvoir en Turquie, Reza Shah calquait son programme de modernisation sur le modèle turc. Et donc, en 1936, le Shah décide unilatéralement d'interdire le port de voile en Iran. C'est une période intéressante à étudier. Nous avons maintenant beaucoup de documents qui sont parus. Vous savez qu'en Iran, l'interdiction du port du voile va beaucoup plus loin qu'en Turquie, puisque en Iran, même dans la rue, les femmes n'avaient pas le droit de porter le voile, et les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre justement de ôter le voile des femmes. Donc pendant cette période, il y a une violence très importante qui a été imposée aux femmes par le pouvoir, y compris d'ailleurs dans les villes très traditionnelles comme la ville de Rome, qui est l'équivalent du Vatican en Iran, si vous voulez, et où il y a énormément de protestations par rapport à cette décision politique. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Bien sûr, une minorité des familles modernes était très en faveur de l'interdiction du port du voile et profite en fait des mesures adoptées sous le Shah. Mais voilà, vous voyez là un certain nombre de femmes issues bien sûr de l'élite. Ça c'est dans ces années 30, l'interdiction du port du voile. Du jour au lendemain, on demande aux Iraniennes et aussi aux Iraniens qui jusque-là étaient censés préserver l'honneur de leur famille à travers, bien sûr, le contrôle qu'ils exerçaient sur le corps de leurs femmes, d'accepter que leurs femmes sortent sans voile et habillées à l'occidental. Alors, il y en a qui acceptent, d'autres, bien sûr, n'acceptent pas, y compris les fonctionnaires de l'État qui avaient reçu l'ordre de sortir et de venir participer à des fêtes publiques avec leurs femmes dévoilées. Alors dans ces années-là, pour ces familles traditionnelles, ne pas porter le voile, ça voulait dire être nu. Donc beaucoup d'hommes, y compris les fonctionnaires, n'acceptaient pas de sortir avec leurs femmes nues. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? En même temps, le Shah avait dit que si les fonctionnaires ne participaient pas à ces fêtes avec leurs femmes dévoilées, ils seraient licenciés. Donc,
on sait, selon aussi les témoignages, etc., que beaucoup d'entre eux étaient obligés d'aller demander les services des travailleuses de sexe pour les accompagner, qu'ils présenteraient comme leur épouse. C'est une période qui est absolument, je pense, aussi importante, non seulement pour ces femmes-là qui ont subi cette violence, mais aussi bien sûr pour leur mari et pour leur fils. Alors, c'est une période qui aussi est une période dictatoriale, c'est-à-dire que de ceux et celles qui protestaient étaient emprisonnés, beaucoup d'hommes seront aussi exécutés dans les prisons, mais en même temps, c'est une période où effectivement, il y a beaucoup plus d'écoles pour filles qui sont créées en milieu urbain, hein, parce que le milieu rural était vraiment laissé à l'écart de l'ensemble de ces politiques de modernisation, et donc l'impact que ces politiques pouvaient avoir sur le statut des femmes. Et puis en 1935-36, l'université de Téhéran, qui est la première en Iran, a été créée par Reza Shah, et les femmes obtiendront le droit d'aller à l'université. Un certain nombre de ces femmes, bien sûr, deviendront par la suite l'élite. On les retrouve plus tard, à partir des années 60 par exemple, comme sénatrices, comme députées au Parlement, etc. Mais en tout cas, néanmoins, quand... alors là, c'est une image que peut-être que vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est une conférence des enseignantes des écoles et des proviseurs des écoles et lycées publics. Là encore, dans les années 1930, ce qu'on constate, c'est que bien évidemment, les enseignantes étaient les premières à avoir ôté leur voile et représenter, c'est un peu comme la France pour la laïcité, en Iran aussi, les enseignantes représentaient donc les bienfaits de la modernisation et bien sûr du progrès. Voilà. Néanmoins, pendant la même période, les activités indépendantes des femmes seront assujetties au discours officiel. C'est-à-dire que toutes les associations indépendantes des femmes qui existaient dans ce pays, les journaux, des femmes qui publiaient des analyses parfois très contradictoires, etc., seront interdites de publication ou cooptées. Hein, certaines de ces militantes des droits des femmes seront cooptées, d'autres seront réduites au silence, et en tout cas assujetties au discours officiel. Alors, quel est ce discours officiel? C'est-à-dire, on interdit le port du voile comme responsable de l'arriération des femmes. Le projet de Reza Shah, tout comme le projet de Atatürk, c'était d'européaniser l'Iran. C'est-à-dire civiliser. Mais comment on civilisait? À travers l'européanisation de la nation. Et donc, néanmoins, quand vous regardez le code civil sous Reza Shah, eh bien, on constate que ce code civil reste, donc ce code civil qui, comme vous le savez, régit les relations hommes-femmes, eh bien, reste calqué sur les lois islamiques. C'est-à-dire quoi? La polygamie est en vigueur, le mariage temporaire qui est propre aux chiites, 12 imamites, qui sont majoritaires en Iran et en Irak, reste en vigueur, c'est-à-dire que les hommes peuvent se marier avec un nombre indéfini de femmes pour des périodes allant de quelques minutes à 99 ans. Le mariage d'une femme musulmane avec un homme musulman est interdit. Les femmes héritent la moitié de la part de l'homme, etc., etc. Je pense que vous connaissez par cœur ce que c'est que les lois islamiques. Les femmes étaient sous la tutelle de leur père et puis étaient placées sous la tutelle de leur mari, etc. Donc, on constate qu'effectivement, les rapports, les inégalités sociales hommes-femmes n'ont pas été mises en question et que finalement, ce qu'on appelle les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes n'ont pas été mis en question par Reza Shah. Et pour ce qui concerne le port du voile, quand en 1941 il quitte l'Iran, d'une part, beaucoup de femmes qui avaient été obligées de ôter le voile leur adoptent, mais en même temps, il y a de nouveau un élan de la part des militantes des droits des femmes qui se constituent de nouveau dans différentes associations et émergent à cette époque-là des partis politiques
beaucoup de partis politiques, parce que l'Iran en 1941 sort d'une période de forte répression, et donc il y avait énormément de partis politiques, des petits et des grands, et puis c'était devenu très à la mode. Les gens montraient leur appartenance au parti politique, c'est-à-dire que publiaient des cartes sur lesquelles c'était marqué telle personne, membre de tel parti politique, pour montrer, si vous voulez, la politisation de la population. Parmi eux, il y a deux partis, en l'occurrence le parti Toudé, qui est l'équivalent des partis communistes européens, pro-soviétiques, et le Front National, qui a été créé par Mohammad Mossadegh, c'est un front nationaliste, avec à la fois des religieux et des laïcs, qui deviendront les principaux formations politiques de l'époque, et toutes deux auront leur organisation de femmes. Et donc, dans ces années-là, il y a effectivement énormément de manifestations. Alors ça, c'est la photo d'une manifestation très importante, dont vous avez à la fois des hommes et au milieu des femmes. Beaucoup de ces femmes, c'était des femmes qui travaillaient comme enseignantes ou qui travaillaient dans l'administration, etc. Certaines sont voilées, mais la majorité n'est pas voilée. Elles appartiennent visiblement aussi à ces différentes associations de femmes, et leur banderole dit « Nous devons participer aux affaires politiques de notre pays ». Donc c'est une manifestation pour demander les droits politiques. Alors, je vous disais que Mohammad Mossadegh, qui deviendra Premier ministre, était parmi les seuls hommes politiques avant les années 60 de demander les droits politiques aux femmes. Effectivement, quand dans les années 40, il est député au Parlement, il propose une motion allant dans ce sens-là, et la majorité de nouveau des parlementaires conservateurs donc refusent d'accorder aux femmes les droits politiques. Quand Mossadegh arrive au pouvoir en 1951, il dit qu'il ne pouvait pas demander de nouveau les droits politiques pour les femmes, puisque son projet principal était la nationalisation du pétrole, et que demander les droits des femmes aurait bien évidemment fractionné la majorité dont il avait lui besoin au Parlement pour faire adopter la nationalisation du pétrole. Et pour lui, c'était son projet phare. Donc il ne le fait pas, et finalement les femmes ont dû attendre jusqu'en 1963 pour que ce droit leur soit accordé par le Shah, qui, contrairement à Mossadegh, démocratiquement élu, ne l'était pas. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est que l'octroi des droits politiques aux femmes par le Shah n'aboutit pas à une participation importante, ni des femmes ni des hommes d'ailleurs, dans la vie politique, puisque le champ politique restait verrouillé. Et que donc il n'y a pas non plus beaucoup de volonté de la part des gens de participer à cette entreprise. Je voulais juste vous montrer la photo de Madame Parvin Ehteshami, qui est parmi les premières poétesses de l'Iran des années 1920 et après. Quand on était petite, on lisait toujours ses poèmes à l'école. Et Amal al-Mouloud Vaziri, qui est première femme chanteuse de l'Iran moderne aussi, pareil dans ces années-là. Et elle chantait beaucoup aussi les poèmes de la Révolution constitutionnelle portant sur la liberté. Alors, le premier Parlement avec les femmes comme députées, comme ayant le droit de vote, se réunit en 1963. Et pour la première fois, quelques femmes sont donc élues au Parlement. Ça, c'est des femmes donc, parlementaires. Le photo a été retouché. Hein, et donc, néanmoins, seuls 3,5% des sièges du premier Parlement seront occupés par les femmes. Et le dernier Parlement du Shah, qui a été élu en 1975, ne comptait que 7,5%
de femmes parmi ses élus. Donc, on ne peut pas dire que les droits politiques accordés par le Shah aux femmes a réellement, si vous voulez, encouragé les femmes à participer à la vie politique de leur pays. Pour ce qui concerne le Sénat, la moitié des sièges étaient nommés par le Shah, et donc le Shah nomme 3 femmes au Sénat, dont Madame Mehrangiz Malucherian, qui est la première femme sénatrice, elle aussi en 1963. Madame Malucherian est une femme qui, certes, est issue de l'élite et très proche aussi de l'idéologie du pouvoir, mais en même temps, elle souhaitait obtenir un certain nombre de changements dans les droits des femmes. Et donc, entre autres, elle demandait à ce que les femmes, pour sortir par exemple du territoire, n'auraient plus besoin de consentement écrit de leur époux. Elle sera méprisée par le président du Sénat et par les sénateurs conservateurs, à tel point qu'elle sera contrainte à la démission. Pour ce qui concerne les droits civils qui seront accordés aux femmes à partir de 1967, c'est pour la première fois donc en Iran que les femmes obtiendront un certain nombre de droits, notamment le droit au divorce, le droit à la garde de leurs enfants après le divorce, l'âge au premier mariage qui était de 9 ans selon la charia chiite sera augmenté à 13 ans et par la suite à 18 ans sous le Shah, après les années 75, qui est la décennie des Nations Unies pour les femmes dans l'ensemble de ces sociétés qui nous intéressent, il y a un certain nombre de... l'élite au pouvoir fait un certain nombre de gestes au profit des femmes. En Égypte aussi, d'ailleurs, on constate que le président Sadat, sous d'ailleurs l'impulsion de sa femme Djihan Sadat, octroie par décret un certain nombre de droits aux femmes égyptiennes, les droits qui seront rétractés en 85 sous Moubarak, parce que les conservateurs faisaient pression également. Donc, il ne faut pas oublier aussi l'impact de l'international sur les droits que parfois les souverains dans ce pays-là accordaient aux femmes ou les retiraient au moment venu. En tout cas, les droits accordés aux femmes dans ces années-là, à partir de 67, sont des droits importants. Mais il ne faut pas oublier que ces droits restent encore très proches du modèle islamique. C'est-à-dire que le Shah ne touche pas à l'héritage des femmes. Les femmes continuent à hériter la moitié de la part de l'homme. L'homme reste le chef de famille. C'est l'homme qui a l'autorité parentale, etc., etc. Mais en même temps, les femmes obtiennent le droit d'accéder à un certain nombre de métiers pour la première fois. Et c'est là où, par exemple, en 1968, Madame Farrouk Porsa sera nommée ministre de l'Éducation nationale par le Shah. Madame Farrouk Porsa sera exécutée en 1979 après la Révolution. Première femme ambassadrice, Madame Dolachahi, qui sera nommée ambassadrice de l'Iran au Danemark. Ça, c'est la reine de Danemark. Et elle est décédée à Paris il y a peu d'années de ça. Mais aussi, Madame Dolachahi a joué un rôle important dans justement l'obtention des droits civils pour les femmes. Puisque à cette époque-là, effectivement, je vous disais, la loi de la protection de la famille, qui est l'équivalent du code de statut personnel en Iran, restait assez proche du modèle islamique, mais d'une certaine interprétation plutôt réformiste de l'islam. C'est un peu le cas aussi, on va dire, en Tunisie. Et donc, ce qui fait... Bon, mais en Tunisie, les femmes obtiennent beaucoup plus de droits en 1956. Et donc, il fallait faire des navettes entre Téhéran et Rome pour obtenir l'aval d'un certain nombre de clercs du Haut-Rang qui avaient été cooptés par le Shah et qui n'avaient pas participé aux émeutes de 1963 dirigées par Khomeini. Ayatollah Khomeini avait dirigé les émeutes de 1963 et l'une des raisons de ces émeutes, à mon sens, c'est aussi
l'octroi des droits politiques aux femmes par le Shah, qui avait créé énormément de mécontentement au sein des clercs dans les villes saintes comme Rome et ailleurs. Et donc, il envoyait beaucoup de télégrammes au Shah pour protester, pour dire que c'est incompatible avec l'islam, que les femmes puissent participer au Parlement, aux conseils municipaux locaux, etc. Et finalement, des émeutes qui seront bien sûr réprimées et Khomeini sera contraint à l'exil. Donc, il y a, on constate qu'on a une société qui marche à deux vitesses, si vous voulez. Il y a une partie plutôt supérieure, disons, de la société, notamment dans des grandes villes, hein, cette époque-là, qui profite de ces mesures nouvellement adoptées, qui envoient leurs filles faire des études, qui ne portent pas le voile, qui est de plus en plus occidentalisée, entre guillemets, alors même qu'une autre partie de la société reste très proche d'un modèle islamique. Les femmes continuent à porter le voile. Le voile n'a jamais disparu sous le Shah et la majorité des femmes iraniennes continueront à le porter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Mais la couleur du voile qui était porté n'était pas la même, ni les raisons qui emmenaient les femmes à porter le voile. Vous aviez des femmes issues des classes moyennes religieuses, traditionnelles et religieuses, qui portaient le voile noir, épais, qui représentait leur appartenance à une certaine culture religieuse, notamment chiite. Tandis que les femmes du peuple, dont beaucoup travaillaient comme femmes de ménage ou comme ouvrières, etc., portaient aussi, elles aussi, un voile, mais qui était souvent coloré, c'est-à-dire blanc, hein, tchador. Hein, le voile, c'est pas le voile islamique qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est un tchador, et qui ne couvre absolument pas le visage, hein, mais juste le corps. Et qui est un habit traditionnel pour beaucoup de ces femmes, y compris ce qu'on appelle un cache-misère pour beaucoup de ces femmes d'origine populaire. Tandis que si vous alliez dans les villages, à cette époque-là, ce que je faisais assez souvent, on constatait que les femmes tribales et les femmes villageoises, rurales, aussi portaient leur voile, mais c'était coloré, on voyait leurs cheveux qui dépassaient. C'était pas du tout un signe d'appartenance, par exemple, à un certain islam politique. Hein. C'est pas du tout ça. C'est tout ça, il faut les distinguer. La pluralité dont je parle existe aussi au sein, bien évidemment, de la population féminine, à la fois au plan social, mais aussi, bien sûr, politique, idéologique. Et puis, vous avez énormément d'interprétations différentes aussi de l'islam. Vous avez l'islam populaire qui n'avait rien à voir avec l'islam scripturaire, selon Ernest Gellner, qui est un islam plutôt des personnes éduquées des villes. Puis, même dans les personnes éduquées des villes, parmi les personnes éduquées des villes, notamment pour ce qui concerne les femmes, il y avait des personnes qui étaient religieuses, certes, mais instruites, et qui aspiraient à des changements, qui n'étaient pas d'accord nécessairement avec les traditions, qui voulaient participer à la vie sociale. Et donc, ces femmes-là enseignaient soit dans les écoles et lycées pour filles qui avaient été créées par les religieux dans les années 1960, soit était devenu l'adepte de Ali Shariati, hein, qui est un intellectuel très important, religieux, mais aussi qui combinait à la fois Imam Ali, le premier imam des chiites, Frantz Fanon, un peu Jean-Paul Sartre. Shariati avait donc fait ses études lui aussi en France. Vous voyez que les Français ont vraiment, depuis au moins le 18e jusqu'à aujourd'hui, l'Iran est très influencé par ce qui se passait en France. Et donc Ali Shariati avait une vision moderniste de l'islam chiite et il ne pensait pas, par exemple, que les femmes devaient rester à la maison, etc. Il était pour la participation active des femmes à la fois à la vie sociale, mais aussi politique. Et donc, dans les années 60, en particulier à partir de 67 jusqu'en 72-13, il
faisait ses enseignements dans un quartier qui à l'époque était au nord de Téhéran, mais aujourd'hui c'est ça, situé au centre, puisque la ville s'est étendue, et auquel participaient des milliers des femmes qui étaient d'origine religieuse traditionnelle, mais qui aspiraient à la vie sociale et politique, beaucoup, et qui avaient été écartées bien évidemment sous le Shah. Quand moi j'allais à l'université sous le Shah, avant la Révolution par exemple, il y avait, dans mon université, il n'y avait pratiquement pas de femmes voilées. Dans d'autres universités, il y en avait, mais très peu. Il n'y avait aucune loi qui empêchait les filles d'accéder à l'université voilée, mais elles ne venaient pas elles-mêmes, puisqu'il s'agissait d'une mixité, bien évidemment, enfin, d'une part. D'autre part, l'endroit était considéré comme un peu corrompu, etc., pour certaines familles religieuses. Et donc, et puis, aucune femme voilée ne pouvait travailler dans l'administration sous le Shah. Et donc, ce qui fait que beaucoup de ces filles, effectivement, qui même faisaient leurs études, n'arrivaient pas à travailler. Donc, de ce fait, elles avaient été écartées de la vie sociale et politique. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, c'est une partie, là encore, des femmes qui profitent de l'ensemble de ces politiques, mais la majorité des femmes iraniennes restaient néanmoins en dehors. Pour ce qui concerne le milieu rural, bien évidemment, encore plus, puisque les réformes du Shah, la modernisation concernait en particulier, comme ça a été le cas de son père, en particulier le milieu urbain, même si le rural commence à changer à partir des années 60 avec l'envoi de ce qu'on appelle l'armée de savoir, et notamment l'envoi d'un certain nombre de femmes qui, au lieu de faire leur service militaire, avaient l'option d'aller enseigner dans les villages, d'aller apprendre à lire et à écrire. Mais donc, c'est une politique qui commence sous le Shah, mais la révolution sera là. De toute façon, les politiques souvent entamées sous le Shah dans les années 70 seront portées par l'establishment après la Révolution, mais le fait est que le milieu rural restait en dehors des changements dont on parle. N'oublions pas que la Révolution de 79 en Iran était une révolution urbaine à laquelle ont participé des périurbains qui étaient des migrants ruraux qui avaient migré dans la périphérie des villes pour rechercher de l'emploi, mais en particulier c'est une révolution urbaine. Alors, dans les années 60, en particulier donc à partir de 66, alors même que l'ensemble des associations des femmes étaient interdites et qu'aucun parti politique d'opposition n'existait, il y a une organisation des femmes d'Iran qui sera créée par la sœur jumelle du Shah, la princesse Ashraf, et qui sera aussi, qui avait pour secrétaire général Madame Ahnaz Aframi. Alors ça c'est donc le premier congrès de l'organisation des femmes d'Iran. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle le féminisme d'État, hein, l'organisation des femmes d'Iran. Cette organisation avait plus de 350 branches, enfin aura plus de 350 branches à travers le pays. Beaucoup de femmes fonctionnaires, notamment là encore enseignantes, seront obligées de devenir membres de cette organisation, mais finalement, on ne peut pas dire que cette organisation a reçu a eu comme membres les femmes, disons, du peuple. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que à la fois le féminisme d'État, mais aussi les mouvements féministes restent finalement cantonnés aux classes moyennes et supérieures de la société iranienne depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'une des faiblesses les plus importantes de ces mouvements. Les mouvements ont toujours existé, il y a eu toujours des femmes, mais il y a eu toujours aussi cette distance importante. Alors, l'Iran n'est pas le seul cas. Regardons ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe aussi en Égypte, ce qui se passe aussi en Algérie. Enfin, les exemples ne manquent pas. Et bien évidemment dans beaucoup d'autres pays, hein, puisque les mouvements des femmes, c'est souvent propre aux femmes des classes moyennes.
Alors, juste, j'ouvre une parenthèse pour vous montrer l'image de Madame Simi Daneshva, qui est la première romancière et qui est décédée, elle aussi récemment. Romancière, donc femme romancière de l'Iran. Il y avait des femmes qui publiaient des nouvelles, mais elle est la romancière. Alors, je vous disais, il y a des femmes qui profitent des réformes du Shah. Par exemple, quand l'accès à la magistrature sera disponible aux femmes, Madame Shirin Ebadi sera première femme juge de l'Iran en 1969. Quand on dit première femme juge, elle n'était pas la seule. Il y en avait d'autres, bien sûr, parce que c'est une promotion de ces années-là. Mais Madame Ebadi sera promue de sorte qu'au moment de la Révolution, elle était présidente de la cour à Téhéran, pour vous dire, et qui sera démise de ses fonctions après la Révolution, sous prétexte que les femmes sont trop sensibles, sont immatures et donc influençables, et on ne peut pas laisser une femme, bien sûr, juger, n'est-ce pas? Alors, ce que je veux dire, c'est que le féminisme d'État, bien sûr, réussira à changer ou améliorer des lois au profit des femmes, notamment, par exemple, l'amélioration des salaires des femmes, un certain nombre de droits donc économiques aussi et sociaux que les femmes ont obtenus grâce aux interventions de l'Organisation des femmes d'Iran, mais ça reste, comme je viens de dire, une organisation de femmes d'élite et n'arrive pas non plus à changer les rapports de pouvoir et les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Finalement, quand dans les années 1978-19, les événements révolutionnaires commencent, on constate que les femmes, à la fois origine, classe traditionnelle, moyenne et populaire, participent à la révolution, mais aussi un certain nombre de filles. Ça, c'est l'une des photos qui montre bien qu'il y a aussi des femmes qui n'étaient pas du tout voilées et qui n'étaient pas religieuses, qui ont participé activement à la Révolution. Il y a d'autres femmes, j'en ai connu un certain nombre d'ailleurs, qui étaient professeurs à l'université à l'époque et qui ont accepté de porter le voile en participant aux manifestations, non pas parce qu'elles revendiquaient la charia, mais parce qu'elles voulaient montrer l'unité du peuple face au régime du Shah. Donc le voile était devenu un symbole de résistance contre la dictature. Tout comme en Algérie, quand le voile devient l'un des symboles de résistance contre le pouvoir colonial. Hein. Donc il faut pas oublier que le voile est polysémique. Après la Révolution, néanmoins, la loi de la protection de la famille sera rétractée. C'est à peine un mois après la victoire de la Révolution, en mars 1979, la première, modification sera à propos des droits des femmes et les droits familiaux. Et c'est là où les lois islamiques seront réellement appliquées, bien sûr, avec le code pénal. Mais dans l'ensemble de ces codes, ce qu'on constate, c'est que ce sont les droits des femmes qui seront bafoués. Alors, le Code civil baisse l'âge minimal au mariage pour les femmes de nouveau à 9 ans. Cet âge minimal, après énormément de tergiversations et de discussions et de négociations entre les femmes réformistes et le clergé, sera finalement augmenté à 13 ans en 2002, reste 13 ans aujourd'hui. Les femmes perdent un nombre important de leurs droits, y compris à la magistrature par exemple, mais elles ne perdent pas leurs droits politiques, puisque je pense c'est grâce à leur participation à la Révolution, mais aussi grâce au fait que l'Ayatollah Khomeini, donc le leader de la Révolution, avait besoin, comme il le disait, de la participation des femmes et le soutien des femmes. Alors il disait, quand une femme vote ou quand une femme manifeste, elle va emmener aussi au moins 4-5 autres personnes avec elle, c'est-à-dire son mari et ses enfants. Et il était très conscient du pouvoir des femmes. Et donc, il disait il faut que les femmes gardent leurs droits politiques afin de pouvoir mobiliser l'ensemble de la société.
Et donc, ce qu'il disait, et il y avait beaucoup de clercs du Oran qui étaient contre, bien sûr. Il y a énormément de discussions en leur sein. Et finalement, Khomeini publie une fatwa, un édit religieux, qui dit que ceux qui sont contre la participation des femmes sont en train de saboter la révolution. Et donc, avec cette fatwa, les autres n'osent plus donner leur avis contraire à celui de Khomeini. Aussi, quand on regarde la constitution de la République islamique, eh bien, on constate que dans plusieurs de ces principes, 20, 21 par exemple, eh bien, il s'agit de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis après, vous avez une phrase à la fin qui dit « mais selon les prétextes islamiques ». Préceptes islamiques. Qui est aussi un prétexte. Lapsus. Alors, donc, il y a une ambiguïté qui, dès le départ, traverse l'ensemble d'ailleurs de cette constitution, mais qui a permis à un nombre important et de plus en plus grand de femmes, par ailleurs religieuses, de vouloir interpréter les préceptes islamiques en faveur des femmes. D'où l'émergence de ce qu'on appelle, et que Zahra Ali était censée débattre cet après-midi, non pas sur l'Iran, mais de façon générale, le féminisme musulman ou islamique. C'est comme vous voulez, je ne vais pas discuter des termes, mais en tout cas, ce sont des femmes qui restent proches, qui se disent musulmanes, pratiquantes d'ailleurs, et respectueuses de leur tradition, mais en même temps qui ne sont pas du tout fermées par rapport au monde extérieur et qui, dans le cas de l'Iran, mais c'est ça qui aussi distingue le cas iranien avec un certain nombre d'autres cas, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas parler du féminisme islamique, mais des féminismes islamiques, ces femmes-là, souvent, revendiquent la mise en application des conventions internationales dont la République islamique d'Iran est signataire, mais je vais vous dire rapidement. Et donc, en dépit d'un code civil, d'un code pénal largement au détriment des femmes, et qui institutionnalise les inégalités entre les hommes et les femmes, mais en même temps, la politique adoptée par la République islamique est une politique qui vise à... c'est une société donc, révolutionnaire qui visait à instruire des femmes au même titre que des hommes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mise en application d'une politique de modernisation qui, pour la première fois, bouleverse pas seulement le milieu urbain qui avait déjà été bouleversé par les achats et par les réformes du Shah, mais notamment le milieu rural. Quand on sait qu'en 1979, au moment de la Révolution, la majorité de la population iranienne était encore rurale, 53% de la population, selon le dernier recensement à l'époque du Shah, était encore rurale. Et donc, l'analphabétisme, la mortalité infantile, etc., qui était très élevée, était liée effectivement au rural, qui n'avait pas été réformé et qui le sera après la Révolution, grâce aussi aux actions volontaires d'un certain nombre de jeunes, quand je dis un certain nombre, c'est bien sûr des centaines de milliers de jeunes, instruites ou instruits des villes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes qui participaient par exemple à différentes campagnes d'alphabétisation en milieu rural pour aussi construire des routes, pour construire de l'électricité, etc., etc. Et à partir de 1989, quand la planification familiale qui avait été abandonnée sera remise en vigueur, beaucoup de femmes urbaines instruites participeront à la distribution de ces moyens contraceptifs aux femmes rurales et leur donneront les moyens de baisser le taux de fécondité, qui, comme vous le savez peut-être, est la chute la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on passe à 7,2 enfants par femme en moyenne dans les années 80, c'était aussi le cas sous le Shah, à seulement 2 aujourd'hui. Ce qui, bien sûr, a emmené à la fois le guide Khamenei et Ahmadinejad récemment
de dire que la population iranienne est en train de disparaître, il faut faire quelque chose, et donc il faut remettre en question la planification familiale, et donc le gouvernement a décidé de là c'est récent, à partir de 2012, le gouvernement a décidé de ne plus financer la distribution gratuite des moyens contraceptifs aux femmes, mais selon la connaissance que j'ai de la société iranienne, en particulier des femmes, je pense que les femmes feront tout pour ne pas avoir plus de 2 enfants, puisque déjà il y a une crise économique importante aussi, et toutes les familles vous disent la même chose, il vaut mieux avoir moins d'enfants et une meilleure vie à la disposition des enfants. Mais en tout cas, la société iranienne, juste quelques indications pour vous dire à quel point la société iranienne, en termes de ses indicateurs de développement humain, a changé, devenu moderne. Vous le savez maintenant, je pense souvent, on en parle, 3 millions d'étudiants dans les universités, dont 62% de filles, c'est pas rien. Les femmes sont aussi de plus en plus actives dans le marché informel de l'emploi, puisqu'il y a très peu d'emplois créés. Le secteur informel constitue la moitié de l'économie iranienne et dans lequel les femmes sont très actives, mais de façon informelle, mais néanmoins elles ont des revenus, etc. Donc, ceci crée, si vous voulez, mais là encore, dans les classes, surtout moyennes, une volonté de mettre en question les lois existantes, puisqu'il y a un décalage très important entre la réalité de la population iranienne, notamment des femmes, et les lois qui régissent les rapports hommes-femmes. Alors, en 1997, le président Khatami arrive au pouvoir grâce notamment à la mobilisation importante des femmes. C'était impressionnant. J'étais en Iran à cette époque, et à Téhéran par exemple, mais aussi dans toutes les grandes villes. Sur les carrefours, on voyait des femmes distribuant des affiches électorales de Khatami, des jeunes aussi, et donc il s'est fait élire grâce à leur vote. Khatami refuse néanmoins de nommer une femme ministre à son cabinet. En Iran, il n'y a plus de premier ministre depuis 1988. Sous prétexte qu'il ne va pas donner la priorité au sexe, je le cite. En revanche, alors la raison principale et la raison en réalité, c'était que Khatami, étant réformiste, mais il est très conservateur pour ce qui concerne ses rapports avec le guide de la Révolution. Il savait très bien que le guide n'accepterait pas une femme ministre, et donc il ne le fait pas pour ne pas provoquer les conservateurs. Et puis après maintes discussions avec le guide, finalement, il nomme Madame Massoum Ebtekar comme vice-présidente. Madame Ebtekar, que je connais, et qui portait d'ailleurs un foulard, disons, coloré, avant d'être nommée vice-présidente. Elle était, je l'ai connue quand elle était professeure à l'université, et l'une de ces féministes islamiques dont je parle, et qui a publié une revue très importante qui s'appelait Farzaneh, qui sera obligée d'échanger son foulard coloré avec un tchador noir pour être nommée vice-présidente. Et bien sûr, néanmoins, bon, on va dire qu'elle a essayé de faire un certain nombre de participer à un certain nombre de conférences internationales pour représenter l'Iran, etc. Pour la première fois, c'est Ahmadinejad qui ose nommer une femme ministre, une femme très conservatrice qui est médecin, et donc qui a été nommée ministre de la Santé juste pour 1 an, puisque il y a quelques mois de ça, elle a été comment on dit, limogée, voilà.
Alors, à partir de la fin de la guerre Iran-Irak, qui est une période aussi très dure, pas seulement du fait de la guerre et 250 000 selon les chiffres officiels de tués côté iranien dans cette guerre, la destruction d'une bonne partie du pays, mais aussi la répression féroce des opposants. Il ne faut jamais oublier que c'est dans cette période-là que plusieurs milliers d'opposants iraniens seront exécutés dans les prisons. Mais en même temps, concernant les droits des femmes et les activités donc des militantes des droits des femmes, il y a beaucoup de femmes qui refusaient de porter le voile qui seront licenciées de leur poste dès les années 1980, enfin début 80, pendant cette même période. Et à chaque fois que les militantes islamiques des droits des femmes revendiquaient des changements, on leur disait que le pays était en guerre et que ce n'était pas le moment de parler de ces choses-là. Or, on constatait l'appauvrissement des femmes, notamment des régions qui étaient très affectées par la guerre. Certaines étaient obligées de se prostituer parce que leur mari ou père avait été tué dans la guerre et qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'institutions réellement d'institutions sociales pour aider ces femmes-là. Ces institutions seront certes créées, on les appelle des fondations, comme la Fondation des déshérités, la Fondation des martyrs ou encore d'autres, mais qui deviendront, au lieu d'aider réellement les pauvres, deviendront des monopoles économiques et financiers. Mais en tout cas, dans cette période-là, les droits des femmes reculent et à partir de la fin de la guerre Iran-Irak, on commence à avoir des revendications de plus en plus importantes de la part de la société, y compris les femmes, de pouvoir revendiquer leurs droits. Et à cette époque-là, Khatami était ministre de la guidance islamique et de la culture. Et donc, juste avant d'être limogé, lui, à son tour, il donne l'autorisation aux femmes de commencer à créer un certain nombre de magazines féminins. Alors quand je dis aux femmes, bien sûr, je parle des femmes islamiques et qui n'étaient pas, bien sûr, ne se trouvaient pas dans l'opposition. Alors l'une d'elles est Madame Shahla Sherkat, que vous ne voyez pas très bien, mais je voulais surtout vous montrer la couverture du magazine Zanan. Le magazine Zanan sera donc créé en 1992 jusqu'en 2008, où il sera interdit de publication par Ahmadinejad, justement, et a joué un rôle prépondérant pendant toutes ces années-là, d'une part en présentant une interprétation très égalitaire des lois et des traditions islamiques, et aussi en rapprochant différentes, obédiences parmi les militantes des droits des femmes, en l'occurrence les séculières et les islamiques. Moi, j'ai vécu tout ça, j'étais souvent en Iran, je connais les femmes dont je parle, donc je connais très bien leur démarche, et je sais aussi que Shahla Sherkat est vraiment la première à avoir pris cette initiative malgré les risques encourus, puisqu'elle a été souvent attaquée par les nervis de Hezbollah et par les fondamentalistes, mais elle le faisait, elle a invité des femmes séculières, à la fois avocates comme Mehran Giscard, qui est une personnalité importante, aujourd'hui en exil aux États-Unis, Madame Shirin Ebadi et tant d'autres, de contribuer à son magazine. Et donc, elles, ensemble, mettaient en cause l'ensemble des lois du Code civil, la Constitution, etc., etc. Et je me rappelle, dans les années 90, c'est-à-dire 96 par là, c'était devenu tellement influent que le chef du pouvoir judiciaire était obligé de répondre aux critiques formulées par ce magazine. Et finalement, par exemple, les femmes, petit à petit, réapparaissent comme juges dans les tribunaux, notamment de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de ces femmes
statut, mais n'ont toujours pas le droit de signer. Donc ce sont elles qui décident et des hommes qui signent. Et donc voilà, Shahla Sherkat qui... Alors aussi, Suratani, cette fois-ci en tant que président, en 1998, pour la première fois après la Révolution, une revue féministe laïque obtient le droit de paraître. Alors, la revue à ma gauche s'appelle Le Deuxième Sexe. Hein? Et en même temps, et puis la personne qui est au centre s'appelle Nouchine Ahmadi Khorasani. Donc c'est une féministe laïque qui réside en Iran et qui continue à se battre, mais qui effectivement, ayant vécu tout le temps en Iran, connaît très bien la situation, et elle est parmi les femmes qui pensent qu'il faut, ça c'est mon expression, que j'emprunte à Denise Kandiyoti, qu'il faut marchander avec le patriarcat. C'est-à-dire que dans le contexte de ce que j'appelle de contraintes concrètes, eh bien, il faut se battre dans ce contexte de contraintes concrètes. Et donc, c'est Nouchi qui est aussi l'une des fondatrices de la campagne de 1 million de signatures pour changer les lois discriminatoires. Et avant ça, c'est-à-dire que assez rapidement, après l'apparition de sa revue, même avant l'apparition de sa revue, eh bien, elle crée le Centre culturel des femmes, et puis après cette revue, et donc elle est... alors c'est intéressant parce que à travers cette démarche, bien évidemment, ces féministes laïques, tout le monde le sait qu'elles sont laïques et féministes, elles ne s'en cachent pas, ont commencé à collaborer étroitement avec des féministes islamiques ou musulmanes, dont certaines avaient été élues au 6e Parlement réformiste et même au 5e Parlement, et donc elles militent ensemble pour donc les changements dans les lois discriminatoires. Et à partir de 2008 aussi, elles entament des actions communes. Elles investissent le Parlement en septembre 2008 contre un projet de loi très discriminatoire à l'encontre des femmes, encore plus discriminatoire que les lois existantes par exemple. Et puis, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2009, de nouveau, elles se réunissent ensemble et elles demandent au futur président, quel qu'il soit, de changer l'ensemble des lois discriminatoires. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que à partir de 1997, un certain nombre de femmes participent, présentent leur candidature à l'ensemble des élections présidentielles. Et leur nombre a même atteint 99 lors des élections de 2005, et puis 47 en 2009. Tout ça, un défi qu'elle lance aux conservateurs du conseil de surveillance qui habilite tous les candidats à toutes les élections, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore si une femme peut être élue ou peut être présidente de la République islamique en Iran. Il y a une ambiguïté dans le texte de la Constitution. Et donc, elles n'ont pas arrêté de lancer ces défis-là. Alors, parmi ces femmes, disons, islamiques, qui a joué aussi un rôle et qui continue à le jouer, c'est Madame Azam Talerani. C'est une femme islamique, fille de l'Ayatollah Talerani, qui a, pour la première fois en Iran post-révolutionnaire, en 1992, a publié un article qui a marqué beaucoup d'esprits, y compris le mien, contre la polygamie, et commence à critiquer, si vous voulez, le Coran. Pas seulement les traditions, mais aussi un certain nombre de versets coraniques, en les historicisant et en les contextualisant. Par exemple, dans cet article, elle dit, d'ailleurs, elle aussi, je la connais, je l'ai beaucoup interviewée, j'ai beaucoup participé aussi à des réunions de son association. Elle a aussi, par exemple, porté un certain nombre de candidates aux élections. Elle était elle-même élue
du premier Parlement. C'est une femme qui n'était pas du tout féministe, loin de là, et qui n'avait aucune, comme elle me l'avait dit, aucune sensibilité concernant les questions féminines. Elle a été emprisonnée sous le char, mais elle me dit qu'après la Révolution, et une fois qu'elle avait été élue au premier Parlement, beaucoup de femmes traditionnelles, religieuses, venaient la voir en disant « si c'est ça votre islam, on n'en veut pas ». Et donc c'est là où elle commence à se rendre compte qu'effectivement les femmes subissaient des discriminations, et elle commence à fonder cette association, et son Payam Hajar, qui est donc le magazine qu'elle dirige, mais elle appartient à ce qu'on appelle la gauche islamique. Elle insiste beaucoup sur la justice sociale, et donc voilà, c'est aussi l'une des femmes qui encore aujourd'hui est présente sur la scène publique et toujours très contestataire. Donc, les négociations, les interactions entre les militantes des droits des femmes et l'élite au pouvoir a existé jusqu'en 2009 même, mais à partir de la répression du mouvement vert, auquel, j'insiste, les femmes ont participé, eh bien, ces négociations ont été rompues. L'Iran est pluriel, bien sûr, à l'image de ces femmes. Là, vous avez des femmes militantes des droits des femmes qui manifestent à l'occasion du 8 mars et qui seront attaquées peu de temps après la prise de cette photo par les forces de coercition. Alors je vous ai montré les premières, là aussi c'est les premières forces policières qui sont là, qui sont des policières anti-émeutes et qui sont en train de taper avec leurs bâtons sur les militantes féministes qui manifestaient. Voilà. Donc, parce que vous savez que selon les lois en vigueur en Iran, il ne faut pas que les hommes et les femmes se touchent. Donc les policiers avaient du mal à arrêter ou molester des femmes. Maintenant, il y a des policières et donc voilà, la répression peut continuer, aucun problème. Mais en même temps, vous avez encore au jour d'aujourd'hui, bien sûr, des femmes islamistes qui soutiennent le pouvoir. Il y a encore un pourcentage, certes, pas la majorité, mais quelques pourcents. Alors, c'était très difficile à dire, 20, 30, je n'en sais rien, on ne sait pas, mais en tout cas, qui continuent à manifester, continuent à s'identifier avec le pouvoir. Alors, malgré comme je viens de vous dire, plus d'un siècle de mouvement, plusieurs dizaines, voire centaines d'emprisonnements, voire d'exécutions, eh bien, le mouvement des femmes en Iran n'a toujours pas abouti à ne serait-ce que égalité formelle des droits entre les hommes et les femmes. Bien évidemment, les régimes ont toujours résisté, qu'il s'agisse de régime modernisateur comme le régime du Shah et de son père, que le régime islamique, mais en même temps, l'une des raisons serait, à mon sens, l'inexistence des rapports avec les femmes ordinaires. Dans l'ensemble de mes recherches, j'ai beaucoup travaillé aussi dans les villages, dans les petites villes. L'une des questions que j'ai toujours posées aux femmes que je voyais, avec lesquelles j'ai discuté, voire interviewé, et dont certaines, au niveau de leur village ou de leur quartier, étaient très actives, je leur posais la question de savoir si elles sont en rapport avec les militantes des droits des femmes. Par exemple, la campagne de 1 million de signatures à partir de 2006, ou encore la campagne contre la violence faite aux femmes, etc. Et elle était unanime pour me dire non, de quoi il s'agit. Donc elle n'était pas au courant, elle n'avait pas été au courant. Et donc, je veux dire par là que, bien sûr, la répression joue un rôle, certes, mais il n'y a pas eu non plus une réelle volonté de la part
des militantes des droits des femmes, d'aller vers ces femmes-là, ces femmes ordinaires qui ne sont pas hautement instruites, mais qui ont beaucoup changé, justement, qui sont beaucoup plus ouvertes et qui sont très contestataires. Et donc, il y a une résistance qui s'est aussi organisée en leur sein, la résistance qu'on ne voit pas de loin, mais qu'on voit très bien si on s'intéresse à elle et si on travaille avec elle. Par exemple, l'une des façons de voir cette résistance, c'est qu'aujourd'hui, elles n'acceptent pas de marier leur fille à un bas âge, qu'elles insistent pour envoyer leurs filles non seulement à l'école et au lycée, mais aussi à l'université autant que possible. Elles font des tas de sacrifices pour ça, elles travaillent, elles vont sur le marché, elles vendent des produits qu'elles fabriquent elles-mêmes, etc. Et tout ça pour collecter un peu une somme et envoyer leurs filles à l'école. Donc ce sont des résistances très importantes de la part de ces femmes, disons, ordinaires, que j'appelle ordinaires, et que les féministes ou les militants des droits des femmes n'ont pas réellement prises en compte, je pense. Alors j'ai commencé mes propos en disant qu'il y a une vision, une image essentialiste des femmes iraniennes et musulmanes qui trouve son origine dans l'idéologie colonialiste et dans l'orientalisme. Malheureusement, quand je regarde un certain nombre de militantes des droits des femmes, dont celles qui ont été contraintes à l'exil et qui sont aujourd'hui à l'étranger et qui sont donc en rupture aussi souvent avec la réalité de la société iranienne, ce que je vois, c'est une volonté de décider pour les autres, c'est-à-dire de refuser la puissance, d'agir aux femmes ordinaires. Et pour moi, c'est une, si vous voulez, reproduction de la même vision qu'on a constatée chez un certain nombre de féministes orientalistes au 19e et 20e et même 21e siècle par rapport à ces pays-là. Donc, je voudrais néanmoins conclure mon intervention en vous montrant les images donc, de la révolte de 2009 en Iran, le mouvement vert. On constate qu'à ce mouvement qui restait quand même largement urbain et limité à des grandes villes, mais on constate la présence active et pionnière de plusieurs générations de femmes, hein, et à la fois des femmes bien sûr traditionnelles et à la fois des femmes plus modernes et plus jeunes également. Donc ce qui laisse entendre que, et puis il ne faut pas oublier aussi, et c'est très important, qu'en participant à ce mouvement politique, les femmes ont continué toujours à revendiquer leurs droits et le changement des lois discriminatoires dans ce pays. Donc ce qui laisse entendre qu'au moins au niveau des classes moyennes urbaines en Iran, il y a effectivement cette conscience que l'égalité des droits et la démocratie vont ensemble. Voilà, merci.